Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Ouais, il y a beaucoup à raconter sur une vie de criminel, fait Morlaix en suçotant une allumette. Bakoff émet un grognement, mais sans impatience. Tôt ou tard, Morlaix expliquera ce qu'il a en tête, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont le temps. Confortablement installés dans des chaises pliantes, ils profitent des premières heures de la matinée. L'herbe est encore humide de rosée et la chaleur n'a pas encore pénétré la voûte des arbres qui entourent le grand patio de la maison de retraite où ils sont tous deux pensionnaires. Les deux hommes sont seuls, les autres retraités étant encore dans la salle à manger en train de prendre leur petit déjeuner. Morlaix relève les puissantes jumelles de ses genoux et étudie la façade de l'immeuble à balcon qui s'élève comme une falaise de l'autre côté de la rue. Il est maigre, Morlaix, ses épaules osseuses pointent sous sa chemise à fleurs, son visage est creusé et ridé sous une crinière de cheveux blancs rebelles. Ses yeux bleus foncés sont étonnamment jeunes pour un homme qui vient de fêter ses 80 printemps. « Oh, la femme du 5e étage est encore sur le balcon en bikini, à se faire bronzer. »« Fais voir !» fait Bakoff en tendant la main. Il règle les jumelles, regarde quelques instants et déclare « Trop bronzé et trop mince ». Il rend les jumelles en brossant ce qui lui reste de cheveux. Du même âge que Morlaix, son seul regret est d'avoir perdu sa magnifique toison bouclée. Il considère qu'il aurait au moins pu garder cela, même si son corps trapu s'est affaissé au point de ressembler au bas d'une antique pendule. À part ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, mon cher, on commet un crime. Si j'avais mené une vie de criminel, je ne serais pas ici aujourd'hui. Qu'est-ce que je possède, hein? Ma pension et ma sécurité sociale servent juste à payer ceci, fait-il en englobant la pelouse et les arbres d'un grand geste. Et alors, c'est pas si mal, il y a pire, crois-moi. D'accord, acquiesce Morlaix, d'accord. L'ennui, c'est que je risque de me retrouver à la rue. Hein? Parfaitement. Le directeur m'a convoqué hier dans son bureau. Il m'a annoncé à son plus grand regret. Son plus grand regret, tu parles. Bref, il m'a dit que le loyer était augmenté de 10 $ par semaine. Si je ne les avais pas, je devais céder ma chambre. À son plus grand regret. Alors nous partirons tous les deux, conclut Bakoff, après un long silence. Parce que ces 10 $, je ne les ai pas non plus. Passe-moi les jumelles, demande Morlaix avant de se remettre à étudier la façade de l'autre côté de la rue. Ça y est, dit-il après un instant. Dès que son mari est parti, le jeune musclé arrive et, devine, elle baisse les stores. Que n'ai-je encore le rage, s'esclave Bakoff. Ouais. Le problème est qu'on est 4 fois plus vieux et qu'on va se retrouver à la rue. Imagine un peu que j'aille voir cette fille et que je la menace de lâcher le morceau à son mari si elle me donne pas 10 $ par semaine. Mais c'est du chantage, fait Bakoff, désapprobateur.
Et alors? Et tous ces escrocs, hein, ces bandits qui ont volé suffisamment d'argent pour ne pas se casser la tête à 80 ans pour 10 malheureux dollars par semaine. Oui, il y a ceux qui ne se tracassent pas non plus parce qu'ils sont logés aux frais de l'État, si tu vois ce que je veux dire. La prison? À mon âge, je veux bien la risquer. Tu as raison, Bakoff. Pour le chantage, c'est minable. Tu me rassures. Ouais, j'ai trouvé mieux. Tiens, dit-il en lui tendant les jumelles. Inspecte le rez-de-chaussée et dis-moi ce que tu vois. Eh ben, il y a le lavage de voitures. Non, de l'autre côté. Bakoff déplace les jumelles et les repose doucement après quelques longues minutes. Tu veux dire la banque? Je veux dire la banque. Ça nous coûtera même pas un ticket de bus pour y aller. Tu veux dévaliser une banque? À ton âge? Pourquoi pas? Tout ce qu'il faut, c'est faire preuve d'un peu de sang-froid, et je pense que ça n'est pas ce qui nous manque. Nous? Dit Bakoff, interloqué. Oui, j'ai besoin de ton aide. Mais je ne connais rien aux banques. Ça n'est pas nécessaire d'y connaître quelque chose pour en dévaliser une. Crois-tu que les gens qui font des choses pareilles en savent plus que nous? Ils y vont tout simplement et dévalisent. C'est tout. Ben voyons. Bien sûr, Morlaix, bien sûr. Les alarmes sont des alarmes pour rire. Les gardiens sont des gardiens pour rire, avec des revolvers pour rire, n'est-ce pas? Non, calme-toi, calme-toi. Pourquoi crois-tu qu'il y a des dizaines de hold-up par jour? Parce que c'est facile. J'ai tout organisé la nuit dernière. Comment nous allons nous y prendre et comment ça va marcher? Et si on se fait pincer? Ce qui ne pourrait manquer. Morlaix hausse les épaules. On ne se fera pas pincer. J'ai tout étudié minutieusement. J'ai pensé aux compagnies financières, aux magasins de détail, aux bars et même aux laveurs de voitures. Non, crois-moi, rien ne vaut une banque. Mais pourquoi pas les joyaux de la couronne d'Angleterre? Tu rêves, Morlaix. La banque d'en face, continue Morlaix, imperturbable, est une petite banque avec une seule entrée et à midi, le trottoir est bondé de passants. Le gardien ou, dans le pire des cas, le policier n'osera pas tirer. Ce sera facile de s'enfuir. Avec mon rhumatisme et tes fameux ongles incarnés, ce ne sera qu'une formalité, bien sûr. Mais tu n'auras pas besoin de courir, au contraire. Tu n'auras qu'à marcher calmement afin de ne pas attirer l'attention. S'il faut courir, ce sera moi. Bonjour, la crise cardiaque. Les autres pensionnaires quittant la salle à manger, Morlaix se lève et met ses jumelles en bandoulière. Allons dans ma chambre, nous y serons plus tranquilles pour discuter le plan en détail. Je n'aurais jamais pensé devenir un criminel dans mes vieux jours, grommelle Bakoff, plein de curiosité. C'est vrai qu'avec un peu de sang-froid et encore un peu plus de chance, il n'est pas impossible de se faire quelques dollars dans une banque. Mais à 80 ans, même si on est encore vert, n'est-ce pas un peu rêvé? D'ailleurs, il n'est pas interdit de croire au miracle, n'est-ce pas? La suite dans quelques instants. Morlaix et Bakoff, deux octogénaires, risquent d'être mis à la porte de leur maison de retraite s'ils ne paient pas une augmentation de loyer. Aussi, décident-ils de faire un hold-up dans la banque d'en face. Une fois dans sa chambre, Morlaix, loin des regards indiscrets, sort un paquet rectangulaire recouvert de papier marron. « Ma bombe !» dit-il triomphalement. Ça ressemblerait plutôt à un carton à chaussures recouvert de papier. C'est exactement ça. Mais la fille de la banque ne saura pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'y a-t-il à l'intérieur?
Rien, admet Morlaix. Je ne pense pas qu'il faille y mettre quelque chose. Il sort de la poche de sa chemise une feuille de papier qu'il tend à Bacoff. Tiens, lis, c'est la menace. Bacoff, qui a oublié ses lunettes, tient le papier à bout de bras et lit. J'ai une bombe dans cette boîte. Mettez tout votre argent dans le sac en papier. Ne donnez pas l'alarme avant que je sois parti, sinon je fais tout sauter et tout le monde mourra. Vous y compris. Ah ben ça, on s'en doute. On se doute de quoi? Eh ben, que si la bombe explose, tout le monde mourra, elle y compris. Non, c'est trop long, ça, moi je laisserai tomber ce passage, tu vois. Ouais, admettons. Ok, bon. Alors, tu lui tends le mot. Où est le sac en papier? Morlaix lui tend un sac en papier chiffonné et graisseux. Le nez de Bacoff se plisse. Tu es certain qu'il ne reste plus de poisson là-dedans? Morlaix hausse les épaules. C'est tout ce que j'ai trouvé dans la cuisine. Bien, bien. Alors, la caissière lit le mot, prend le sac, plisse le nez, et ensuite? Ensuite, elle met l'argent dedans et je sors. Toi, tu m'attends dehors. Je te passe le sac pour que, même si je suis pris, il n'y ait pas de preuve. Toi, tu te fonds dans la foule. Le gardien te tirera dessus. Non, pas tant que la caissière croira que j'ai une bombe. Alors il nous poursuivra, mais il pourra rien faire dans la foule. Il ne prendra aucun risque. Ce plan est complètement fou. C'est pourquoi ça marchera. Crois-tu que les autres ont de meilleurs plans? J'ai toujours étudié ces choses-là dans les journaux. Ils ne sont pas différents. Mais ils m'arrêteront quand je prendrai l'argent. Mais personne ne fera attention à toi. Tu traverseras la rue comme n'importe quel pépé qui fait ses commissions et tu reviendras ici, tranquillement. Et moi, je te rejoindrai plus tard. Tu me rejoindras en prison? Oh, ça m'étonnerait. Ils ne s'attendent pas à ce que deux pépés dévalisent une banque. Au pire, ils pensent que les vieux sont juste bons à voler dans les magasins. Bacoff garde le silence. 10 $ de plus par semaine, rappelle Morlaix. C'est tout ce dont nous avons besoin. La banque ne fera pas trop de remue-ménage pour quelques malheureux dollars. C'est de la folie, s'obstine Bacoff. Bien sûr que c'est de la folie. Toutes les idées géniales sont de la folie. D'autre part, ce serait pire que de la folie que de se retrouver à la rue et de croupir dans un garni pourri sans jamais oser sortir de peur de se faire dévaliser. Ce serait de la bêtise. Je vais seulement prendre ce dont nous avons besoin. Et si tu ne veux pas m'aider, je me débrouillerai tout seul. Bonjour les dégâts, fait Bacoff en tripotant un reste de chevelure. D'accord, Morlaix, je vais t'aider. Quand? Et pourquoi pas aujourd'hui? C'est une belle journée. Une belle journée pour mourir, comme disaient les Indiens avant un combat sans espoir. Vers 12h30, il traverse la cour et passe le portail de la maison de retraite. Morlaix devant, Bacoff derrière. À la porte à tambour de la banque, Morlaix se retourne et regarde Bacoff d'un air entendu. À l'intérieur, c'est calme. Les gens font la queue devant les guichets avec des airs préoccupés. À peine entré, Morlaix regarde les caissiers. Il y a 2 hommes et une femme qui sourient automatiquement à chaque nouveau client. La fille n'est pas mal et sa file est la plus proche de la sortie. Le choix de Morlaix est fait. Ses paumes sont moites et son estomac proteste en de fâcheux gargouillis. Ce qui semblait si simple ce matin ne l'était plus du tout maintenant. 10 $ de plus par semaine, pense-t-il pour se réconforter. Il est le 4e de la file,
L'homme qu'il précède a la carrure d'un rugbyman en bonne santé. Son gabarit empêche Morlaix de regarder la caissière à son aise. Un vieux réflexe. Et tout au long de son existence, Morlaix n'a jamais manqué l'occasion de reluquer une jolie femme. Il jette malgré tout un coup d'œil dehors, et ce qu'il voit l'exaspère au point de faire hurler son estomac. Bakov, debout, près de la porte, scrute l'intérieur de la banque. Son crâne chauve étincelant au soleil. « Oh, l'imbécile, il va attirer l'attention !» pense-t-il rageusement. C'est le tour du costaud qui est devant lui. Morlaix allonge le cou discrètement pour étudier encore la fille. Le visage de la caissière a perdu ses belles couleurs. Son visage est tout pâle. Elle met de l'argent dans un sac, sans même le compter. Sans même le compter. Un déclic se fait dans l'esprit de Morlaix. Pour les 2 autres clients, elle a compté minutieusement les sommes requises, prenant même son temps pour les recompter. Ses yeux sont fixés sur les billets comme si elle était effrayée de lever la tête. Morlaix perçoit un léger tremblement dans ses gestes. L'homme s'empare du sac, un sac en papier brun. La caissière lève les yeux. Morlaix y reconnaît la peur, comme un appel. L'homme se retourne. Instinctivement, Morlaix le suit. Il pressent que l'homme a obligé la jeune fille à lui donner l'argent. « Mais c'est mon argent !» pense-t-il avec colère. « Il n'a pas le droit de prendre, c'est mon argent !» L'homme marche rapidement vers la porte. Bakov fait un pas dans la banque, le regard fixé sur son ami. Il lève une main et se met carrément au travers du chemin de l'inconnu. Celui-ci jure et pousse Bakov violemment. En un éclair, Morlaix se souvient d'une ruse de sa lointaine jeunesse qui consistait à se placer derrière quelqu'un et à tendre la jambe pour crocheter la cheville de la victime, tout en lui imprimant une légère poussée dans le dos du plat de la main. Cela demande de la chance et de la précision. Mais 10 $ par semaine, se rappelle-t-il. Il y a bien longtemps, il était expert à ce jeu-là. Il exécute la manœuvre et l'homme s'écroule en avant, emportant le pauvre Bakov dans la porte à tambour. L'incident se déroule tellement vite que personne n'a le temps de réagir. Personne, sauf le gardien. « Ça va, monsieur ?» demande-t-il en saisissant amicalement le bras de Morlaix. « Qui, moi ?» fit ce dernier au bord de la crise d'honneur, tout en voyant Bakov et l'homme expulsés de la porte à tambour. L'homme tombe en lâchant le sac. Bakov l'attrape au vol et disparaît dans la nature. Le tout n'a duré que quelques secondes. « Mais oui, ça va !» s'écrie Morlaix en s'éclipsant. Dehors, l'homme se relève en lui lançant un regard haineux. L'alarme retentit et chacun s'empresse de rentrer chez soi. Le lendemain matin, Morlaix et Bakov sont installés dans leur chaise longue. « Mais pourquoi tu fais la tête ?» demande Morlaix en scrutant l'immeuble d'en face avec ses jumelles. « Mais je ne fais pas la tête, je pense. »« Ah, si tous les penseurs devaient avoir cette tête-là !»« Mon cher, il n'y a pas beaucoup de penseurs qui, à 80 ans, se sont coltinés 200 000 $ dans un sac en papier qui sentait le poisson pourri. J'en tremble encore. J'ai passé une nuit horrible. » Ah, à notre âge, le tremblement et les insomnies sont monnaie courante. Monnaie courante, très très drôle. Soudain, Morlaix sursaute. Oh, zut, qu'est-ce qu'il y a? S'inquiète Bakov. Tiens, regarde plutôt, fait Morlaix très mal à l'aise. Où ça? À ton avis, au balcon de notre ami. La fille en bikini. Mais oui, tu m'énerves. Après avoir réglé les jumelles à sa vue, Bakov les fixe sur le balcon. À cette heure, bien évidemment, le mari est parti et l'amant est là. L'ennui, c'est que ce matin, les stores ne sont pas baissés et que l'amant regarde dans leur direction avec une solide paire de jumelles. Le drame, c'est que l'amant est celui-là même qui lui a remis, bien involontairement, 200 000 $ la veille au sortir de la banque. Bakov pousse un long gémissement de désespoir.
T'inquiète pas, mon garçon, murmure Morlaix. J'ai une idée. Je connais un petit coin en Floride que j'ai toujours rêvé visiter. Voici ce que nous allons faire immédiatement. Et Bacoff pousse un second gémissement. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.